J'ai en son temps dirigé la chaire RSE à l'Université de Strasbourg. Je connais et j'apprécie cette démarche et cet enjeu. Et donc, va bien en résonance, je crois, aujourd'hui avec les attentes de la société. Les finances responsables viennent bien aussi en résonance avec les attentes des collectivités qui sont toutes concernées par des problématiques environnementales. Et donc, l'AFL se devait de faire des propositions dans cette direction. Je voudrais saluer la présence de Sacha Briand, vice-président du conseil d'administration et président du conseil de surveillance, Jacques Pélissard, président d'honneur du CA, et d'autres membres du conseil d'administration. J'espère que nous aurons donc le temps prochainement de faire plus ample connaissance. Une réunion, on le voit bien, organisée encore et toujours dans ce mode distanciel, alors que nous sommes dans un mode, je veux dire, presque sorti du confinement. Nous l'espérons tous après tant de stop and go, mais qui permettra, je le répète, de faire plus ample connaissance et de travailler encore dans de meilleures conditions ensemble. La réunion de ce jour a vocation à éclairer les actionnaires en amont de l'Assemblée générale sur les résolutions qui sont soumises au vote et de partager quelques points d'actualité. Je ne sais pas si la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, est déjà parmi. Oui. Je suis là, Madame la Présidente. Alors, chère Jacqueline Gouraud, oui, nous nous connaissons un petit peu. Je me réjouis de pouvoir vous saluer aujourd'hui dans cette belle présidence de l'AFL qu'on m'a confiée et honoré que vous puissiez être présent à cette séance quand même très exceptionnelle qui vous permettra aussi de rendre hommage à Jacques Pélissard, très impliqué jusqu'ici sur cette belle responsabilité de présidence de l'AFL. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce mot d'introduction et je crois, Madame la Ministre, que je peux me permettre de vous passer la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me réjouis de vous voir à la présidence de l'Agence France locale. Et bien évidemment, je voudrais en profiter pour saluer évidemment Jacques Pélissard qui vient de quitter cette présidence. Peut-être vous dites, Madame la Présidente, que j'ai avec Jacques Pélissard des liens d'amitié anciens, puisque nous avons siégé ensemble à l'Association des maires de France. Jacques y a été présent très activement à partir de 1989 comme vice-président et puis ensuite premier vice-président. Et il a été élu président de l'Association des maires de France en 2004 jusqu'en 2017. Et permettez-moi de vous dire que c'est dans ce cadre que nous nous sommes connus et rapprochés. Et en 2004, lors de la première campagne pour la présidence de l'AMF, car à l'époque, il y avait une campagne et il y avait plusieurs candidats, eh bien, Jacques Pélissard m'avait proposé de faire ce que les Américains appellent un ticket, c'est-à-dire nous nous sommes présentés à deux et comme un binôme, dirions-nous maintenant, avec l'idée que, bien sûr, il serait président et que je serais première vice-présidente. Et avec le recul, je pense que c'était en 2004 tout à fait moderne, nouveau. Et je voulais rappeler ce souvenir qui montre à la fois le tempérament de Jacques, son ouverture d'esprit, sa force de travail, sa persévérance, son sens de conviction sans pareil, toujours mis au service du dialogue et du dépassement des clivages. Et je dirais qu'à l'heure où tant de débats sont aujourd'hui menacés par un sectarisme croissant, je crois que cela mérite d'être tout particulièrement
souligner. Et puis, bien sûr, je me souviens très bien le combat qu'il a mené à la tête de l'AMF pour la création de cette banque par les collectivités, pour les collectivités. Je me souviens très bien de ce combat fort et de cet enthousiasme et persévérance qu'il avait. Et donc, en octobre 2013, il y a eu 11 collectivités fondatrices, et non des moindres, et elle a depuis séduit de nombreuses collectivités, 400 je crois, et des syndicats. Mais bien sûr, Olivier Landel, qui en est le directeur général même, je crois pas que il est un peu général aussi, Olivier, il ne faut pas que j'oublie, pourrait dire cela encore mieux que moi. Mais je crois que la création de l'agence a été, au fond, le symbole de l'engagement et de la proximité, au fond, qu'a voulu Jacques Pélissard avec les maires de France. Et comme il a été un heureux maire de Lons-le-Saunier, très apprécié dans cette ville, évidemment, je crois qu'on peut dire que les maires de France l'ont tout autant apprécié pendant tout son mandat. Et je peux témoigner que beaucoup d'élus aujourd'hui parlent encore de la présidence de Jacques Pélissard. Alors, cher Jacques, évidemment, je ne pouvais pas ne pas être là et je t'embrasse très fort. Merci. Votre micro, Jacques, votre micro est coupé. Okay. Voilà. Je voulais dire à Madame la Ministre, chère Jacqueline, que j'ai des souvenirs merveilleux de notre action commune à la présidence de l'AMF. On m'a fait bouger les choses, on a réussi à faire une AMF puissante et solide et unie entre tous les maires, quelle que soit leur situation géographique, politique, etc. On a vraiment créé une structure qui portait les attentes des collectivités locales. Merci à toi pour ta présence. Comme première vice-présidente, c'était effectivement une première qu'une femme soit première vice-présidente de l'AMF en 2004. Merci Jacqueline, mais merci pour tes propos à l'instant qui m'ont beaucoup touché. Merci. Alors, Madame la Présidente. Je peux continuer si vous voulez, parce que les propos de Jacqueline Gouraud m'ont fait effectivement réagir. C'est vrai qu'on a eu une période qui s'est divisée en 3 temps. Il y a eu le temps de la conception, et je me souviens très bien de l'article qui est paru, je crois, dans Le Monde, de Robert Lyon, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui disait qu'il faut que les collectivités créent leur propre banque. Puis ensuite, ça a été donc les problèmes de liquidité en 2008. C'est vrai qu'avec à l'époque Michel Lestot, qui était président des maires des grandes villes de France, avec Gérard Collomb, qui était président des communautés urbaines, avec Olivier Landel, qui était la cheville ouvrière de l'ensemble de ce dispositif, on a porté notre conviction. On l'a porté donc à l'Assemblée, à la Commission des finances, à laquelle j'appartenais. Jacqueline Gouraud était le relais au Sénat, donc pour aussi porter nos amendements. On a porté aussi notre conviction auprès de 2 présidents de la République successifs. Et c'est en novembre 2012 que le président Hollande, fraîchement élu, a dit effectivement qu'il donnait son accord à la création d'une banque des collectivités locales. Donc c'est ce que nous avons fait. Et c'était la loi de juillet 2013. Et ce temps de conception a été intéressant parce qu'on a pu définir la nature financière et surtout juridique de la structure avec deux sociétés distinctes, une société territoriale dont vous êtes membre et qui pilote l'ensemble de la politique du groupe, puis une société financière qui est l'opérateur sur le marché, qui assure les prêts aux collectivités locales. Donc c'était une période intéressante de conception, puis ensuite de mise en place, la création de l'agence. Il a fallu tout décider, mettre en place un directeur, et on a eu la chance de rencontrer Yves Mignardel, le président du directoire, qui a réussi, avec ses capacités, avec ses connaissances de secteur, à constituer une équipe extrêmement compétente, avec Thibaut Julin, avec Ariane Chazelle, avec Philippe Rogier, donc il constitue son équipe rapprochée, qui l'entoure
de ses qualités et de son professionnalisme. Et ensuite, il a fallu fixer le siège, le lieu du siège, la ville du siège. Et on a choisi Lyon pour une raison aussi d'affirmation d'une décentralisation en dehors du contexte parisien. Il a fallu choisir toute une série de membres du conseil de surveillance, mettre en place une structure qui tournait et qui a bien tourné. Et on a attaqué ainsi la phase de développement. Et cette phase de développement a été une réussite. En très peu de temps, on a réussi à avoir plus de 400 membres, comme l'a dit Jacqueline Gouraud. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 411 membres, dont trois régions, avec beaucoup de collectivités de toutes les tailles. Et là aussi, on retrouve la philosophie de notre réception, de notre conception du départ. Quelles que soient les collectivités, quelle que soit leur situation géographique, leur démographie, leur nombre d'habitants, à risque égal, bien le traitement est le même pour toutes les collectivités, de la plus petite à la plus grande. Et je crois que c'est intéressant d'avoir cette structure pour les collectivités, gouvernée par les collectivités, avec donc une autonomie, une responsabilité totale des uns et des autres. Et puis on a aussi développé bien sûr le montant, les encours. Aujourd'hui, je crois qu'on dépasse les 4 milliards, on est aux environs de 4,5 milliards d'euros d'encours. On a une situation qui est équilibrée. Et puis grâce à Olivier Landel et à Evelyne Gardel, on a réussi à étendre le périmètre d'action aux syndicats et avoir tout récemment, dans le cadre du plan de relance, à la reconnaissance par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la reconnaissance du statut d'établissement public de crédit de développement, ce qui nous avantage au niveau des conditions de prêt et d'emprunt surtout, d'emprunt donc de l'agence France Locale. Alors, moi je suis très heureux aujourd'hui de voir que l'agence est bien partie. Alors, quand on avait rédigé les statuts, c'est moi-même qui avais assisté pour que la limite d'âge du président du conseil d'administration soit fixée à 75 ans. Au début, très gentiment, donc les services avaient prévu 80, c'est moi qui dis non, 75, c'est largement suffisant. Et ça me paraissait très lointain. Mais aujourd'hui, j'y suis, donc je m'applique la règle que j'ai posée à l'époque. Et je suis très heureux de passer le relais à Pierre Hems, donc la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en souhaitant bon vent à l'agence France Locale. C'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué dans l'agence France Locale, c'est qu'on a connu plusieurs alternances nationales et municipales. Les départements, des villes ont changé de majorité. Mais la force du concept France Locale, la force du modèle France Locale est telle que sa prégnance a une redoutable efficacité. Toutes les équipes, malgré les changements, sont bien conscientes de l'efficacité et de la nécessaire pérennité du modèle. Donc je souhaite qu'il en aille de même pour l'ensemble des actuels administrateurs de l'agence France Locale. On a encore beaucoup de choses à faire, encore du développement à assurer, encore des opérations à conduire, avec la présence aux côtés d'Olivier Landel, de directeur et directrice du développement. Il y a eu Stéphane Lehaut, il y a eu aujourd'hui Claire Sorrentini. Ils ont permis le développement du nombre d'adhérents. Merci à eux. Et puis je terminerai en disant que ce modèle Agence France Locale, c'est parce qu'on attend de l'État ni directive, ni garantie, ni instruction. C'est un modèle qui illustre la plus parfaite décentralisation qui soit. Il n'y a pas de financement direct de l'État, il y a une autonomie des collectivités. C'est elle qui gouverne, c'est vous qui gouvernez l'agence France Locale, qui a inspiré les politiques de la société financière, donc la filiale financière de l'agence France Locale, société territoriale. Donc merci à vous de votre présence, merci à vous de votre action au profit de ce qui nous rassemble et qui nous conduit ici ensemble à souhaiter bon vent à l'agence France Locale. Merci, et merci à Madame la Ministre de sa présence et de ses mots. Merci Jacqueline. Merci beaucoup, cher Jacques Pélissard, président d'honneur du CA de l'AFL. Merci pour ce récit et cette belle implication au profit du développement de l'agence France Locale. Merci également à la ministre pour sa présence
Bien évidemment, je vous invite, Madame Gouraud, si vous pouvez rester, continuer à participer à nos échanges, si votre agenda vous le permet, très volontiers. Alors, nous avons un ordre du jour qui s'affiche déjà sous vos yeux, des nouveautés dans la gouvernance, l'actualité de l'AFL, les adhésions et crédits, en effet, et les rendez-vous dans les prochaines semaines. Alors, je vais avancer sur tout de suite les changements dans la gouvernance de l'AFL. Je vais donner la parole à Olivier Landel qui peut nous en dire un peu plus sur ces changements. Monsieur Landel. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, voilà, apparaissent ici les quelques changements au niveau du conseil d'administration. Donc, le choix du conseil d'administration de vous avoir nommé comme présidente. Nous avons eu une démission de la métropole de Lyon et donc qui a été remplacée par Bertrand Artigny, qui doit être présent aujourd'hui, et dans le collège des communes de moins de 10 000 habitants, puisque vous savez que nous avons, enfin c'est pas vraiment un collège, mais nous avons fixé un nombre de 3 communes de moins de 10 000 habitants. Nous avons donc un renouvellement en cours et qui doit se faire d'ici la mi-juin. Ça, c'est pour le conseil d'administration. Très bien. Très bien. Les élus nouvellement nommés, est-ce qu'ils souhaitent prendre la parole? Il semble que non. On peut continuer. Nous allons poursuivre dans la réunion. Il y a encore matière à prendre la parole, bien sûr, plus tard. Et donc, écoutez, les actualités de l'AFL, il y a avec le président du directoire de l'AFL, Thibaut Julien, directeur financier, qui nous donnera ces éléments-là, donc présenter les résultats de 2020. Oui, monsieur Miatis. Merci Madame la Présidente. Je vais quand même m'associer juste avant le démarrage au nom de tous les salariés de l'entreprise à tous les remerciements qui ont été faits à l'attention de Jacques Pélissard. Nous, ici, on a toujours travaillé en symbiose totale avec l'ensemble des élus du conseil d'administration. La quasi-totalité des décisions de gestion de l'agence France locale a été prise en plein accord entre l'équipe technique de la banque et les élus du conseil d'administration. Pour nous, cette gouvernance, c'est un modèle, elle fonctionne vraiment très bien. Et puisque j'ai la chance de m'adresser à tous les actionnaires, eh bien, qu'ils n'hésitent jamais à se mettre en contact avec leur conseil d'administration ou avec Olivier Landel, qui est le directeur général de la Maison de Mer, pour toute interrogation sur le développement de la gouvernance. C'est comme ça que ça doit fonctionner et pour le moment, ça marche très bien. Donc, on est très heureux de ne pas s'être trompé dans l'organisation de la gouvernance de l'entreprise. Alors, quels sont les grands éléments à tirer de l'année 2020 ? D'abord, le fait que la banque a été dans la capacité immédiate de poursuivre ses travaux malgré la pandémie. Alors, ça tient à plusieurs éléments. Le premier, c'est que lorsqu'on a créé les services informatiques, les systèmes d'information de la banque, on a choisi de les louer, ce qu'on appelle le mode SaaS, c'est-à-dire qu'on n'a aucun hébergement de système informatique chez nous. On loue les systèmes à l'extérieur, chez des spécialistes, et donc on n'a pas eu à modifier nos systèmes. Ce sont nos prestataires qu'on contrôle de près qui ont été contraints de le faire, et notre organisation informatique a très bien fonctionné. Dès avant la pandémie, on avait organisé une charte du télétravail de façon à ce que chaque personne de l'entreprise puisse bénéficier d'un jour de télétravail. Et pour faire ça, on avait organisé des outils informatiques composés exclusivement d'ordinateurs portables et de plus aucun ordinateur fixe, ce qui fait que le 16 mars, tout le monde a été capable, dès le lundi matin, de rester à la maison, et il n'y a eu aucune difficulté, aucune opération particulière à faire pour
pouvoir continuer l'activité. Tout a été possible dès le premier jour. On a eu aussi la chance d'avoir décidé un peu avant le déménagement de nos premiers locaux. Nos premiers locaux, pour ceux qui ne les ont pas connus, étaient dans la tour Oxygène qui est juste à côté de la gare de la Part-Dieu. C'était des locaux dans lesquels nous étions en location et on a décidé d'acheter des locaux à Lyon que nous devions intégrer pendant le premier confinement et en fait ça a été un peu décalé au mois de juin dernier. Et dans ces locaux, aujourd'hui, on est totalement en flex office, il n'y a pas de bureau individuel, tous les collaborateurs peuvent croiser leurs collègues dans toutes les places disponibles et ce dispositif est rempli de salles de réunion permettant des travaux à 1 pour passer des coups de fil, à 2, 3, 4 ou 5 ou plus. Bref, des salles de réunion totalement adaptées à ce qui apparaît post-pandémie comme étant un mode d'organisation à suivre. Et nous avons la chance que ce mode d'organisation, en fait, on a décidé en 2019 et mis en application dès 2020. Voilà pour la continuité de l'activité. Du coup, l'année 2020, la pandémie n'a pas été pour l'Agence France Locale un frein au développement. Je ne dirais pas au contraire, parce que les liquidités sont très fortes et ça ne nous a pas non plus aidés, mais en tout cas, ça ne nous a pas bloqué du tout dans le développement de l'activité. Alors, pour ce qui est des quelques éléments de synthèse sur l'exercice 2020, je vais demander à Claire d'afficher le bon document et commenter les quelques faits marquants de 2020. D'abord, en 2020, c'est à nouveau près de 60 collectivités nouvelles qui nous rejoignent et ça fait maintenant 4 années d'affilée que c'est à peu près 60 collectivités qui nous rejoignent. Et à chaque fois, dans ces 60, ça va de la très grande collectivité à la toute petite collectivité. Donc, on est bien fidèle à nos principes. Et l'ensemble des collectivités ayant adhéré à l'Agence France Locale nous a procuré à aujourd'hui un montant total de capital promis supérieur à 200 millions à fin 2020, alors que c'est un seuil que nous nous étions fixé pour fin 2021 lorsque nous avions fait notre plan quinquennal en 2017. Donc on est en gros avec une année d'avance sur notre plan quinquennal de ce point de vue-là. Et évidemment, c'est le capital qui fait la production, qui permet l'accroissement de la production de crédit. Donc c'est très important pour nous d'avoir des nouvelles collectivités qui rentrent et en plus de produire notre propre capital par nos résultats. Deuxième élément, depuis l'origine, on émet à peu près 1 milliard d'euros par an sur les marchés et cette année, en 2020, on a légèrement dépassé ce milliard. Et tout l'intérêt de décorréler et peut-être la partie artistique de la faire avant et de la valider en BEX dans une semaine ou dans 2 semaines. Je ne sais pas quand est le prochain BEX. Mais... Alors, il y a quelqu'un qui manifestement a son micro ouvert, donc je ne sais pas si Olivier, tu as le moyen de le fermer d'autorité, ça facilitera la présentation. Donc, depuis l'origine de l'Agence France Locale, on lève environ 1 milliard d'euros sur les marchés. Je laisserai Thibaut développer cette partie-là un tout petit peu après, je ne m'y attarde pas. Une activité de crédit d'1 milliard d'euros également environ en 2020. C'est la 3e année d'affilée qu'on prête environ 1 milliard d'euros aux collectivités actionnaires de l'Agence France Locale avec une part de marché de près de 40% auprès de vous, ce qui signifie que c'est, je crois, la preuve de l'efficacité des offres. Comme vous le savez, on n'a jamais prévu d'être toujours les meilleurs parce qu'on ne peut jamais empêcher une banque d'avoir envie, à un moment donné, d'avoir un prix très agressif, mais le fait d'avoir quasiment 40% de part de marché auprès de vous montre que si demain on continue de faire accroître significativement le nombre de membres de l'Agence France Locale, il n'y a pas de raison qu'à terme, on n'atteigne pas notre objectif d'origine qui est de peser pour 25%, c'est-à-dire un quart du financement des collectivités françaises. En termes de fonctionnement, aujourd'hui, 33 salariés, donc on augmente de façon régulière, mais je dirais que le gros de l'effectif est là. Et l'usine AFL peut aujourd'hui, avec encore bien entendu quelques développements de personnes, on n'est pas bloqué à 33, mais l'usine AFL peut assumer un nombre significatif de collectivités nouvelles et de volumes nouveaux.
Et notre objectif, c'est maintenant de faire coller notre développement le plus efficacement possible en interne par rapport à l'accroissement des volumes. Une des grandes chances de l'Agence France Locale, c'est d'avoir des outils informatiques très récents. On n'a pas des dizaines de millions d'euros à mettre pour rénover notre système d'information, comme c'est le cas d'énormément de banques. Et on a une organisation très agile qui nous a permis, en 2020, d'atteindre pour la première fois l'équilibre financier, comme vous le voyez. Thibault vous le présentera juste après un peu plus en détail. On a aujourd'hui un bilan solide avec des ratios de solvabilité élevés. Et enfin, on peut dire également que malgré la hausse générale du coût du risque liée à la crise que nous traversons, eh bien, cette augmentation du coût du risque n'a pas mis en difficulté le développement des résultats de l'Agence France Locale. Tout ça est sous contrôle. Pourquoi? Parce que notre seule activité, c'est de prêter aux collectivités locales. Le risque majeur que nous portons, c'est le vôtre. Et ce risque-là, il est aujourd'hui très largement maîtrisé, malgré la crise dont les effets portent essentiellement sur la dette de l'État français, beaucoup plus sur la dette des collectivités. Voilà quelques mots. Avant de passer la parole à Thibault, je voulais juste dire également que ce statut d'établissement de crédit public de développement dont on vous a parlé est un statut qui est très important pour nous parce qu'il peut peut-être être la base d'un début d'une reconnaissance par les marchés financiers du fait que l'Agence France Locale, c'est une entité quasi étatique. Quand bien même nous n'avons pas, comme cela a été rappelé par notre président d'honneur, nous n'avons pas la garantie de l'État, bien sûr, nous n'avons pas l'État au capital, nous sommes exclusivement des collectivités territoriales, mais plus les investisseurs nous mettent dans le giron des entités parapubliques, quelque part liées à l'État, et bien plus les niveaux d'emprunt que nous réalisons sur les marchés vont être faibles, et plus nous allons pouvoir vous en faire bénéficier dans les crédits. C'est donc très important d'être identifié de cette façon auprès des marchés financiers, et ce statut est un élément très important pour y parvenir. Ça ne va pas se faire en un jour, mais en 6 ans d'activité, on a déjà beaucoup progressé là-dessus, et ce statut est un élément extrêmement important pour poursuivre. Voilà, j'en ai fini et je laisse Thibault nous présenter plus en détail les résultats ainsi que la problématique du refinancement sur les marchés. Merci Yves. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Alors, je vous propose d'aller à la page suivante. Très bien. Quelques éléments, quelques chiffres sur nos résultats 2020. D'abord, ils sont bons. Notre résultat brut d'exploitation, qui est l'indicateur encadré en rouge, est en territoire positif, comme nous disons dans notre jargon de financier. C'est-à-dire que pour la première fois, l'AFL est parvenue à un résultat non seulement à l'équilibre, mais positif, à dégager donc un profit net de 2,3 millions et un résultat brut d'exploitation donc de 2,5 millions. Alors, lorsqu'on regarde un peu plus en détail la formation de ces revenus et puis nos charges, vous voyez sur le haut du tableau que le produit net bancaire, qui est pour une banque le chiffre d'affaires, s'élève à 13,8 millions, en progression sensible par rapport à 2019. Il est composé en fait de 2 éléments, des résultats que nous appelons non récurrents et puis des intérêts perçus sur notre activité cœur, qui est donc la production de crédit à nos collectivités membres. Alors s'agissant, je commencerai par ce point, donc les intérêts produits par notre activité cœur, eh bien vous voyez, on est sur un niveau de 11,8 millions. C'est donc une progression sensible par rapport à 2019, qui elle-même progressait par rapport à 2018 et 2017. Et donc c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de générer des intérêts sur la production de crédit faite à nos collectivités membres. À cela s'ajoutent des opérations qu'on appelle non récurrentes parce qu'elles peuvent varier d'une année sur l'autre. Cette année, en 2020, elles ont contribué de manière significative à nos résultats. Elles ont toujours été positives depuis la création de l'AFL, dans des montants qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Cette année, elles étaient liées à la cession de prêts et à la cession de quelques titres dans la réserve de liquidité, donc pour un montant un peu supérieur à 2 millions d'euros. Donc vous voyez qu'en fait, notre produit net bancaire à 13,8 millions, il est à comparer à des charges d'exploitation qui, elles, sont stables d'une année sur l'autre. Alors c'est vrai qu'en 2019,
On partait d'un niveau un peu plus élevé puisque nous avions provisionné en fait des sommes liées à notre déménagement dans les locaux qu'a acquis la société territoriale pour héberger donc l'établissement de crédit, provisions qu'on ne retrouve pas dans nos charges 2020 qui sont un peu inférieures à 11,2 millions, mais qui montrent, si vous voulez, donc une stabilité de nos charges d'exploitation sur la durée. Donc des résultats positifs qui sont encourageants pour l'avenir de l'AFL. Voilà ce que je voulais dire sur nos résultats. Peut-être préciser juste, Thibaut, que ces résultats comprennent bien entendu une partie non récurrente, mais que cette partie non récurrente, si elle n'avait pas eu lieu, les résultats auraient néanmoins été positifs. Je pense que c'est important de le dire. Alors tout à fait. Merci Yves. Effectivement, la particularité de l'année 2020, c'est que en dépit de résultats non récurrents qui ont contribué de manière substantielle à nos résultats globaux, en dehors de ces éléments-là, nos résultats auraient été quand même positifs sur la base donc de la production des intérêts générés par notre portefeuille de crédit. Et donc ça, c'est un élément effectivement essentiel qui montre que nous avons vraiment franchi une étape importante dans la construction de l'AFL, puisque désormais, on peut considérer que sur la base du bilan et de notre encours de portefeuille de crédit, l'AFL est en mesure donc de générer des intérêts qui couvrent ses charges d'exploitation et ses dépenses d'investissement. Tout à fait. Et le dernier point qui me semble devoir être présenté, qui est important, c'est dans les 11 830 000 de formation de nos revenus, vous pouvez être surpris de voir des opérations avec la clientèle qui baissent. En fait, ceci est juste une conséquence du fait que les taux d'intérêt sont négatifs et que plus le temps passe, plus nos résultats apparaissent dans la ligne dette et collatérale qui augmente beaucoup. Ne soyez pas surpris par ça, parce que vous avez certainement pu l'être en regardant le tableau dans le détail, mais la réalité de cette marge nette d'intérêt, c'est bien l'ensemble des revenus définitifs, puisqu'à chaque fois que nous octroyons un crédit, nous figeons de façon définitive le résultat de ces crédits sur la durée totale de ces crédits. C'est bien ça que nous retrouvons ici, et ne pensez pas qu'il peut y avoir une baisse des opérations avec la clientèle. C'est juste un effet lié aux cases dans lesquelles on constate ces éléments en raison du fait que les taux sont négatifs. Voilà le dernier point qui me semblait devoir être précis. Merci Yves. Effectivement, il y a un effet d'optique lié à l'environnement de taux que vous connaissez, qui est un environnement de taux négatif et qui conduit pour un établissement bancaire comme le nôtre à finalement avoir des intérêts au passif et des charges d'intérêt à l'actif. C'est donc une inversion du monde que nous avons toujours connu. L'actif rapporte des intérêts et le passif est une charge. Eh bien là, on est dans un monde où les choses se sont laissées. Et donc, on a des signes négatifs à des endroits où on avait l'habitude de les voir positifs et une baisse effectivement des opérations à la clientèle liée au fait qu'une partie des prêts qui sont octroyés à la clientèle, donc aux collectivités locales, après couverture contre taux d'intérêt, sont en territoire, ont un intérêt qui est négatif. Ça ne veut pas dire que la marge est négative pour l'AFL, la marge est positive, mais l'intérêt est négatif. Voilà. Un mot sur les levées d'emprunt. Alors peut-être, oui, quelques mots. En 2020, évidemment, l'année a été très chahutée, notamment dans ses premiers mois, comme vous le savez. La crise sanitaire, qui s'est conjuguée avec une crise financière, a rendu l'accès au marché de capitaux quasiment impossible sur la période du mois de mars jusqu'à la, disons, mi-avril, et puis ensuite une réouverture timide des marchés et une normalisation qui a pris quand même plusieurs mois. Pour autant, l'AFL a réussi à se positionner dès le mi-avril sur les marchés de capitaux, à revenir donc à lever de la dette, alors pour des montants qui étaient à l'époque relativement modestes, mais notre programme d'emprunt de manière générale a pu se faire dans de bonnes conditions sur l'ensemble de l'exercice pour donc atteindre un niveau de, Yves l'a mentionné, un niveau de 1,1 milliard, ce qui était notre plus gros programme d'emprunt depuis la création de l'AFL. Et sur des maturités vraiment longues, voire très longues. Oui. Nous avons même pu émettre des placements privés, donc des émissions obligataires destinées à un seul investisseur sur des maturités à 20 ans, ce qui était donc une première, et nous en sommes tout à fait très heureux. Voilà ce que l'on peut dire sur la partie levée de capitaux sur les marchés.
Voilà, Madame la Présidente. Très bien, je vous remercie pour Mais les explications complètes, oui. mais je vous en prie. Merci à tous les deux. Je vais passer la parole à Ariane Chazelle qui va nous parler de la démarche engagée dans le cadre de la trajectoire RSE, la démarche RSE de l'AFL. Je vous en prie, Madame Chazelle. Merci, Madame la Présidente. Alors, la démarche RSE, première question, pourquoi, quand on est l'AFL, est-ce qu'on doit lancer une démarche RSE en 2019, hein, quand on sait que nos fondations sont profondément responsables, voulues comme telles par les collectivités dès la création de l'AFL. Nous avons une gouvernance riche, on l'a dit, avec un conseil d'administration, un conseil de surveillance, une offre accessible au plus grand nombre de collectivités, qu'elles soient grandes, petites, métropoles, petites villes, en outre-mer ou sur le territoire métropolitain, quand on a une distribution prévue dans les statuts comme limitée pour nos dividendes. Eh bien, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que nous avons en 2019 commencé à voir la fin de la première phase de création de l'AFL, celle où nous avons atteint l'équilibre, où nous avons fait la preuve du modèle, et que l'environnement devient de plus en plus pressant. On l'a dit, la société civile, vous, collectivités locales, et les marchés financiers, les évolutions des évolutions réglementaires sur les marchés financiers liées à la finance durable deviennent de plus en plus pressantes, à l'initiative en particulier de l'Europe, mais pas seulement. Et donc, nos instances, donc conseil d'administration, conseil de surveillance, nous ont demandé de bien vouloir lancer une démarche de responsabilité, une démarche RSE. Nous l'avons déployée sur 3 axes et de façon très proche du conseil d'administration. Les 3 axes sont les suivants. Le premier axe tourne autour de la mise en valeur de la gouvernance et du modèle de l'AFL. Cette gouvernance, ce modèle, c'est une force et c'est un avantage distinctif. Donc, c'est particulièrement important de le travailler et d'en tirer le plus de bénéfices. Donc, en 2019, nous avons rédigé une raison d'être qu'on va reprendre tout à l'heure. En 2020, nous avons défini des valeurs. RSE signifie responsabilité sociale et environnementale. Nous avons défini des valeurs et fin 2020, pour la première fois, nous avons mené ce qu'on appelle le séminaire stratégique des 2 conseils, qui est une instance de réflexion qui rassemble les membres du conseil de surveillance, les membres du conseil d'administration, autour de la démarche stratégique. Il s'agit de déployer, de définir ensemble les orientations stratégiques que nous, opérationnels, on doit décliner. C'est cette démarche qu'on appelle AFL 2030. Je reviendrai sur les valeurs tout à l'heure pour vous les présenter. Le deuxième pan de notre démarche donc, de responsabilité sociétale et environnementale tourne autour de notre activité de banquier, avec 2 pans. Le premier, c'est l'AFL, qui est un acteur du refinancement des collectivités locales auprès des investisseurs internationaux. Et nous souhaitons mener ces activités de façon responsable et en réponse aux attentes et aux exigences à venir des régulateurs, qui soient des régulateurs des marchés ou bien des régulateurs bancaires. Et à ce titre, nous avons en 2020 lancé pour la première fois une émission durable. Nous avons effectué l'émission d'une obligation durable selon une méthodologie originale qui est adaptée à vos particularités, qui fait l'économie d'un certain nombre d'échanges de papier. Et cela, nous l'avons développé en réponse à une demande forte des instances de bien vouloir, qui nous ont demandé de bien vouloir réfléchir à quelque chose d'adapté et j'ai envie de dire de facile à déployer. Donc ça a été fait donc en 2020, en juillet 2020, nous avons lancé la première émission obligataire. Ça, j'ai envie de dire, ce sont nos activités qui relèvent du passif de la banque, hein, comment nous refinançons auprès des marchés financiers. Nous sommes aussi, dans nos activités de crédit, engagés en faveur du développement durable des territoires. Nous vous finançons et nous savons combien votre engagement en faveur, en particulier de la transition énergétique, est quelque chose qui a besoin de financement.
Le troisième pan de cette démarche RSE, eh bien, c'est nous en tant qu'entreprise. Nous devons d'être exemplaires. Nous sommes comme tout le monde concernés. Et donc, nous déployons un plan différents plans sur un certain nombre de sujets qui portent sur notre fonctionnement. Donc, nous avons lancé en 2020 un plan d'action sur la mixité homme-femme. Nous avons lancé une politique achat, nous avons lancé la signature électronique des contrats de crédit et un certain nombre d'autres sujets qui sont essentiels pour nous mettre en adéquation avec les attentes de tous. Donc, nous avons lancé cette démarche en 2019, poursuivi en 2020, et nous continuerons en 2021-2022 avec un certain nombre de chantiers que nous avons vus avec vous lors des conseils d'administration et conseils de surveillance. Sur les valeurs, peut-être. Les valeurs, donc en 2019, nous avons décidé d'une raison d'être, incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d'agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants. Et sur cette base, nous avons souhaité travailler le sujet des valeurs. Pourquoi les valeurs ? Parce que, en fait, c'est à la fois des éléments de discours, mais c'est aussi quelque chose qui permet de guider le fonctionnement de l'entreprise. C'est important d'avoir des valeurs pour bien résumer qui on est. On voulait éviter des valeurs banales qui ne seraient pas singulières et qui ne rendraient pas grâce à qui nous sommes. Et nous avons donc travaillé ce sujet-là avec un certain nombre de parties prenantes, en particulier les salariés, bien évidemment, mais l'ensemble des administrateurs, qui soient membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance et les plus grands actionnaires. Ces valeurs ont été validées par le conseil d'administration de décembre 2020. Elles sont au nombre de 3 et mentionnées sur le slide suivant. Donc, expertise, solidarité, transparence. Expertise, pourquoi ? Nous sommes dédiés au financement des collectivités. C'est notre unique activité. Et notre seule activité, et ça le restera, l'expertise, donc le financement du secteur public local. Donc, nous développons une expertise fine par définition sur ce sujet-là. Nous sommes aussi des experts de confiance pour les collectivités sur les marchés financiers et les activités bancaires. Nous avons en interne, dans notre établissement, des experts des marchés financiers, des experts des activités bancaires pour pouvoir construire un établissement qui soit fiable et pérenne. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité et que nous avons à cœur de développer. Expertise aussi, puisque nous sommes engagés pour répondre aux besoins des collectivités. Pour incarner cette valeur au quotidien, eh bien, vous avez vu le baromètre annuel l'année dernière. Il y en aura un autre cette année. Et puis, il y a d'autres parutions, événements qui permettent de mettre en lumière cette notion d'expertise. La solidarité, eh bien, la solidarité repose c'est un élément fondateur du modèle. Le modèle repose sur un principe de solidarité. Vous, collectivité, décidez de vous rassembler pour mutualiser votre accès à la ressource financière et pour en optimiser le coût. Et la solidarité aussi parce que le modèle de l'AFL est accessible à toutes les collectivités, je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur position géographique. Et ça, c'est quelque chose que nous avons à cœur de développer au quotidien. Il n'y a pas d'exclusion de quelque sorte et nous faisons aussi attention dans la tarification à ce que les gros ne soient pas favorisés ou les petits ou ceux du nord, ceux du sud, je ne sais. Pour incarner cette valeur au quotidien, nous, à travers notre politique de communication, nous faisons le reflet de qui vous êtes tous, à travers donc des témoignages, des photos, des vidéos, des interviews. La dernière valeur est très importante, c'est la transparence, puisque puisque cette valeur, en fait, est elle définit aussi la relation que nous avons avec vous. Vous impulsez les orientations stratégiques et vous avez accès en toute transparence à ce qui concerne l'activité de la banque. À travers les conseils d'administration, nous avons à cœur de faire de travailler à livre ouvert avec vous et de sorte à ce que vous puissiez exercer votre rôle de surveillance de la banque. Ça, c'est la première chose. Et pour que vous puissiez impulser les orientations stratégiques comme on l'a pu le voir depuis 6 ans qu'on travaille ensemble.
Transparence aussi, puisque contrairement à d'autres établissements bancaires, eh bien, nous faisons toute la lumière auprès de chacun de vous sur les informations qui vous concernent. Pour incarner cette valeur au quotidien, eh bien, c'est le quotidien qui le montre. Hein. La transparence, c'est quelque chose que nous avons à cœur de développer chaque jour. Voilà sur ces 3 valeurs. Madame la Présidente. Madame Chazelle, merci. C'était extrêmement important de nous détailler cela et de montrer des évolutions profondes qui caractérisent dorénavant la stratégie de l'AFL. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques de la part des participants? Il semblerait que non. Le chat est possible également, hein, bien sûr, je le surveille, nous sommes un certain nombre à le surveiller. Il semblerait que non. Si, monsieur Nicole, c'est ça? Jean-Georges Nicole? Oui, tout à fait. Merci, Madame la Présidente, et merci à tous les intervenants pour la grande qualité des présentations. Écoutez, je suis nouveau dans le dispositif, si je puis dire. Donc, pardonnez par avance peut-être ma question de Béotien, et si elle était vraiment déplacée, ben vous la retirez du compte rendu. Moi, j'étais un peu curieux, et merci pour les explications sur les comptes, un peu des éléments de prévision. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est dans des environnements extrêmement bousculés, que peut-être que les éléments de provision pour risque vont devoir augmenter. Je ne sais pas quels sont comment tout ça est calculé, mais ça peut à un moment donné peut-être aussi impacter les résultats, sans parler même de la solidarité entre les adhérents. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement c'est possible d'avoir un commentaire là-dessus sur comment se présente l'année 2021, tant pour le développement de l'activité que pour la sinistralité, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, ou en tout cas les possibles difficultés. Peut-être, Madame la Présidente, pour bien répondre à la question et bien la documenter, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Philippe Rogier justement sur la dynamique des adhésions et des crédits. Et il se trouve qu'il était interrogé tout à l'heure, et j'y étais également, par Jean-René Cazeneuve, le député qui a comme mission de faire un rapport sur la situation financière des collectivités, et il nous interrogeait justement sur ce sujet-là. Et donc, je pense que Philippe Rogier va pouvoir apporter la réponse sans difficulté. Oui, ça me va bien, faisons cela comme ça, puisque effectivement, nous devions passer à cette thématique du bilan des adhésions et des crédits, et donc je donne la parole à Philippe Rogier. Et Claire Sorrentini également plus largement. Merci Madame la Présidente, merci Olivier. Donc effectivement, il y a deux questions dans votre propos. Je vais commencer par faire un point sur effectivement le développement de nos activités en 2020 et les perspectives pour 2021 de façon un petit peu globale, et puis je compléterai sur la problématique spécifique du risque et des besoins d'investissement et d'emprunt de nos collectivités tels qu'on peut les établir ou les anticiper aujourd'hui. Alors, sur le développement de nos activités, on a effectivement vécu une année qui risquait de s'annoncer tout à fait particulière compte tenu de la crise sanitaire. Il va rapidement parler en préambule des aspects opérationnels de continuité de l'activité, qui était déjà une première étape à franchir. Pour le reste, comme vous l'avez constaté, finalement, au fil de l'année 2020, les collectivités locales se sont montrées extrêmement résilientes. L'investissement, bien sûr, a chuté considérablement pendant la phase du premier confinement, mais a repris un rythme finalement assez cohérent avec une année de fin de mandat et de changement au niveau des mandats communaux et intercommunaux, et une année de fin d'exécution du cycle pour les départements et les régions. Donc la demande a été dynamique dans la continuité de ce qu'elle avait été en 2019,
et finalement, cette dynamique a pu s'appuyer, se construire sur la capacité d'autofinancement de nos collectivités et n'a pas été, au final, malgré les inquiétudes du premier trimestre et du début de la crise, n'a pas été entachée par les éléments de la crise sanitaire. Donc, de conséquences pour l'AFL, on a eu une activité importante de près d'1 milliard d'euros de production nouvelle de crédit qui a pu se dérouler tout à fait normalement l'année dernière. Parallèlement à ça, on a effectivement continué, et ça c'est très important pour nous, et c'est pour ça que c'est important de rentrer dans le détail de l'analyse de nos chiffres, c'est que notre développement, il est lié finalement à beaucoup de paramètres qui n'évoluent pas tous de façon concomitante. Le premier paramètre, c'est effectivement la demande de crédit, la demande de financement de nos collectivités. Le deuxième paramètre, c'est notre capacité à la servir dans des conditions économiques meilleures que celles de nos compétiteurs. Et le troisième élément qui guide le développement de l'AFL depuis l'origine, et encore en 2020 et encore en 2021, c'est l'augmentation du nombre de membres de collectivités qui rejoignent cette institution. Et le président Pélissard a cité le chiffre de 411, qui était effectivement le chiffre en début d'année. On est passé depuis, avec la première augmentation de capital, à 430 membres, et on a une trentaine de collectivités qui d'ores et déjà ont délibéré pour rejoindre l'AFL, et on est relativement assuré aujourd'hui d'atteindre les 60 nouveaux adhérents au moins pour cette année. Donc voilà un petit peu. Alors donc ça c'est une dynamique qui se poursuit et qui s'accélère peut-être. On a quelque chose qui est particulier depuis 1 an, c'est le fait que les syndicats puissent adhérer à l'AFL. Donc ça contribue à l'accélération de notre développement. On répond à de véritables besoins d'investissement auprès de ces structures intercommunales. Et on s'est aperçu qu'en moins d'1 an, on avait finalement atteint et constitué un portefeuille de syndicats qui représente 10% du total du poids budgétaire de ces syndicats. Globalement, sur l'ensemble des collectivités françaises, aujourd'hui, on est à un peu moins de 20%. Donc vous voyez qu'en 1 an, on a sur ce segment particulier, qui est autorisé désormais, on a réussi à aller très vite, et beaucoup plus vite que par le passé. Donc je pense sincèrement que c'est la rançon du temps, tout simplement, puisque cette institution est désormais bien installée, tout le monde sait qu'elle fonctionne, et donc le développement, à mon sens, ne pourra être que exponentiel et non plus linéaire comme il a un petit peu été depuis la création. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Pour revenir sur le sujet de la situation de nos collectivités, sur le plan financier, effectivement, on a échangé dans le cadre de la dernière mise à jour du député Cazeneuve de son étude sur l'impact sur les finances locales et puis surtout de la première étude qu'il fait sur 2021, puisque la crise sanitaire s'est prolongée et les conséquences sur finalement nos budgets s'étalent sur plusieurs années. Ce qui apparaît, c'est que dès lors que la capacité d'autofinancement, globalement, bien sûr, les collectivités a mieux résisté que nous le pensions tous sur l'année dernière, la dynamique d'investissement qui est considérablement et quasi essentiellement assise sur cette capacité d'autofinancement va pouvoir perdurer. Pour autant, on est en début de mandat pour le bloc communal et on va bien sûr, comme à chaque fois, avoir une petite baisse du niveau d'investissement des collectivités cette année 2021, qui est une première année, qui pourra être d'ailleurs un petit peu compensée par la dynamique qui existe sur cette dernière année de mandat pour les départements et les régions, qui eux sont dans un cycle qui est un petit peu décalé par rapport aux communes et intercommunalités. Donc, notre dynamique va se poursuivre pour toutes les raisons évoquées. La sinistralité, pour reprendre votre terme, Monsieur Nicole, la sinistralité, elle n'est absolument pas inquiétante à aucun moment, puisque on a vraiment eu la démonstration de la résilience des collectivités. Je mettrai juste un bémol.
Et nous avons parmi nous un certain nombre de communes touristiques qui sont membres, bien sûr, de l'Agence France Locale. Le bémol, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité, bien sûr, de nos situations de collectivité, et certaines ont eu un impact de la crise sanitaire, bien sûr, beaucoup plus important que d'autres. Certaines n'ont pas non plus la certitude de redémarrer leurs activités économiques ou touristiques dans les mêmes conditions que par le passé. Donc, il y aura vraisemblablement des réajustements à faire. On suit ça avec un certain nombre de nos membres, que ce soit des communes de montagne, des communes thermales ou des communes littorales, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est, je dirais, qui est à surveiller, qui est sous contrôle, mais qui ne remet pas en cause le jugement global que nous pouvons avoir aujourd'hui sur la situation de nos collectivités et donc en ricochet sur la situation de l'Agence France Locale qui en est l'émanation. Donc voilà, sans être trop long, ce que je voulais vous indiquer sur cette partie développement avant de laisser Claire poursuivre sur d'autres aspects du développement et notamment des initiatives qui ont été menées depuis 18 mois en la matière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, merci à vous, Madame la Présidente. Merci, Philippe, pour le relais. Donc, effectivement, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, on voulait aujourd'hui partager avec vous également un point d'avancement sur le développement dans son angle partenarial, donc notamment en direction, ce qui est relativement nouveau ces derniers mois et années, en direction des partenaires institutionnels, notamment de l'État, puisque nous avons initié, on l'avait évoqué rapidement avec vous lors de la dernière réunion du mois de janvier, un partenariat avec la relative également nouvelle ANCT, Agence nationale de cohésion des territoires, qui a été créée en 2020 pour jouer un rôle de guichet unique des services de l'État en direction des collectivités. Donc, il nous semblait tout naturel que nous puissions avoir un partenariat avec cette nouvelle agence pour pouvoir davantage faire connaître l'Agence France Locale à la fois des différents interlocuteurs de l'État sur les territoires et de manière également indirecte des collectivités elles-mêmes qui sollicitent l'Agence nationale de la cohésion des territoires, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement sur mesure en matière d'ingénierie que propose la NCT, ou que ce soit dans le cadre des différents programmes territoriaux que porte la NCT. À titre d'exemple, vous avez souvent entendu parler de Action Cœur de Ville, programme d'industrie, territoire d'industrie, pardon, petite ville de demain, etc. Donc c'est à ce titre-là qu'il nous semblait intéressant de pouvoir prolonger des échanges avec eux afin d'être identifiés, notamment là plus récemment dans le cadre de la relance et notamment des contrats de transition écologique et de relance, les CRTE, des interlocuteurs, notamment des préfets, pour que l'AFL puisse être sollicité comme l'un des différents acteurs qui peuvent accompagner les collectivités dans leur financement de l'investissement. Je ne sais pas ce qui se passe avec les slides, moi je ne touche rien, mais ça défile. Nous non plus. J'en étais à vous parler, non pas de celle-ci, mais de celle-ci, donc la 18, pardon, ça a disparu. Donc pour poursuivre sur les partenariats institutionnels, donc après la NCT, nous avons également souhaité renforcer nos liens avec d'autres agences de l'État comme l'ADEME, et nous travaillons actuellement sur un partenariat de projet pour pouvoir porter avec l'ADEME des projets axés justement sur notre démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise, la démarche RSE que vous a présentée tout à l'heure Ariane Chazelle, afin de bénéficier de leur soutien sur le développement justement de méthodologies d'analyse, on va dire, environnementale et sociale des budgets des collectivités qui servent à la fois à l'AFL dans son activité de refinancement sur les marchés obligataires, mais également dans l'idée de mettre à disposition toutes ces données dont nous disposons de l'ensemble des collectivités. Je terminerai sur un dernier point qui vous intéressera très prochainement, puisqu'il s'agit des modifications statutaires que nous allons soumettre à votre approbation donc, en tant qu'actionnaire.
très prochainement dans le cadre de l'Assemblée générale qui se réunira le 27 mai. On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus tard dans le déroulé de la réunion sur l'agenda des prochains jours et des prochaines semaines. Et donc, il nous semblait important, sans attendre que vous receviez formellement les contenus des résolutions sur lesquelles vous serez amené à vous prononcer, de vous en dire 2 mots aujourd'hui et que vous puissiez également poser des questions éventuellement si vous en aviez. Donc, vous dire 2 mots de ce que vous proposons d'adopter comme modification des statuts. Ça concerne principalement deux sujets. Les modalités d'adhésion des futurs établissements publics locaux qui pourront, on l'espère, rejoindre prochainement l'Agence France Locale. Et puis, les modalités de versement de l'apport en capital, cette fois pas uniquement pour les EPL, mais pour toutes les collectivités et syndicats qui souhaitent adhérer à l'AFL. Donc, en 2 mots, l'idée, s'agissant des établissements publics locaux, on vous l'avait dit il y a quelques mois, c'était de pouvoir préparer l'arrivée des EPL qui a été rendu possible par la loi grâce à un amendement qui a été adopté dans le cadre de la loi Engagement et Proximité, ou dite loi Le Cornu, fin 2019. Et donc, de se mettre en ordre de marche pour pouvoir les accueillir dès lors que nos travaux techniques internes auront été derrière nous. Et donc, il fallait pouvoir se préparer dans le cadre de nos statuts à l'accueil de ces EPL. Et ce que nous avons proposé, finalement, c'est de caler les modalités d'adhésion de ces EPL sur les collectivités, c'est-à-dire par principe d'équité, toujours, qui est un principe qui nous guide, de ne pas mettre en place de règles d'adhésion différentes, qu'il s'agisse des modalités justement de versement de l'apport en capital ou des modalités de calcul de la notation, sauf à ce que nous décidions de mettre en place certaines spécificités pour certains EPL qui le nécessiteraient, par exemple, s'agissant peut-être des établissements publics fonciers locaux ou bien des OPH. On a sur ce sujet des diapositives qui sont plus précises, qui viennent juste après, mais peut-être qu'à ce stade, je peux me contenter de vous présenter des éléments un peu généraux et, si nécessaire, de vous faire un focus sur des éléments un peu plus précis. Très bien. Et 2e point pour terminer sur donc, les modalités de versement de l'apport en capital. Donc, vous vous souvenez que ces modalités de versement, elles avaient déjà été modifiées, pour ceux qui ont l'historique, il y a quelques années, en 2017, déjà assouplies quelque part par rapport aux modalités prévues initialement à la création de l'AFL, toujours pour pouvoir je dirais, faciliter les conditions d'adhésion des collectivités et des syndicats et, en l'occurrence, pouvoir lisser un petit peu dans le temps les montants d'apport en capital que sont les dépenses d'investissement qui sont nécessaires pour que les collectivités puissent adhérer à l'AFL. Et donc, jusqu'à maintenant, les modalités de versement qui avaient été autorisées depuis 2017 permettaient aux collectivités de pouvoir verser leur apport en 1 fois, 3 fois ou 5 fois. Et là, nous avons décidé de pouvoir aller jusqu'à un versement en 10 exercices pour, notamment pour les collectivités qui ont un montant d'apport important, pouvoir justement leur permettre d'étaler au-delà d'un seul mandat cette dépense d'investissement et d'être un peu plus en phase parfois avec aussi la dimension de long terme que consiste une adhésion à l'AFL qui évidemment ne se fait pas uniquement la plupart du temps pour un seul projet de court terme. Et puis nous avons proposé là aussi pour les très très grandes collectivités avec des montants très importants d'apport en capital, d'assouplir là aussi également les règles de versement qui fonctionnaient avec un premier forfait à verser la première année et ensuite un pourcentage de l'emprunt sur lequel nous avons revu nos seuils pour être en cohérence avec la mesure d'étalement de 5 ans à 10 ans. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade, Madame la Présidente, et puis je suis disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup à vous. Merci pour cet exposé. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Les uns les autres, vous êtes très complets, donc il semblerait qu'il n'y ait pas particulièrement de soucis. Merci en tout cas pour le travail engagé. Merci pour cette volonté de faire progresser, de faire progresser la notoriété de l'AFL auprès des élus.
cette démarche du bouche à oreille qui est quand même efficace, qui doit l'être. Et donc, nous pourrons en reparler quand ce sera nécessaire et autant que nécessaire. Je voudrais, s'il n'y a pas de demande d'intervention, d'ores et déjà donner la parole à Olivier Landel, qui peut nous parler des rendez-vous des prochaines semaines. Si vous voulez bien, Monsieur Landel, c'est possible? Écoutez, Madame la Présidente, très volontiers. Peut-être passer 2 minutes la parole à Jérôme Pasco. Oui, on a sauté un point de l'ordre du jour, pardon. Mais je vois l'heure qui avance. Hein. Il y a aussi cette contrainte que nous avons tous. Rapidement, Jérôme, sur la démarche ambassadeur, Monsieur le maire, pardon. Et puis, je rappellerai le calendrier dans 2 minutes. Oui, merci Madame la Présidente, merci Olivier, merci à tous. Et bonjour à tous. Je vais faire comme d'habitude rapide. Donc, je voulais juste vous dire quelques mots par rapport à la stratégie ambassadeur de l'Agence France Locale qui a été mise en place il y a quelques mois maintenant. D'abord, remercier vraiment les équipes de l'AFL qui se sont mobilisées autour de cette idée et de ce principe qui était, comme le disait Madame la Présidente, d'essayer de mailler le territoire sur l'ensemble du territoire national. C'est jamais simple, c'est même un exercice relativement compliqué à l'échelle de notre beau pays. Mais l'idée, c'était d'abord de se baser sur un réseau d'élus et de collectivités adhérentes à l'AFL pour pouvoir avoir une représentation dans chaque région. Alors, vous avez là, sur votre slide qui s'affiche, donc le réseau des ambassadeurs de l'Agence France Locale avec un référent, un élu ambassadeur régional qui a été désigné grâce au gros travail de détection fait par les équipes de l'AFL, Philippe Rogier et Claire Sorrentini en particulier. Nous avons organisé, et j'ai organisé, puisqu'il me revient l'honneur et le plaisir d'animer ce réseau, j'ai organisé une première visio avec l'ensemble de ces ambassadeurs régionaux. En gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on est partout sur le territoire les porte-parole de ce qu'est le modèle de l'Agence France Locale et que sous l'égide de ces ambassadeurs régionaux, on puisse à terme avoir, on l'espère en tout cas, dans chaque département, un relais, une personne ressource qui viendrait dans les intercos, qui viendrait dans les agences, dans les associations d'élus, pardon, qui viendrait porter la parole de l'Agence France Locale en visio, en présentiel, peu importe. Ça peut être aussi des petites réunions à l'échelle d'associations cantonales. Bref, tout est ouvert, tout est possible pour diffuser le plus largement possible, pardon, le modèle de l'AFL. Donc, on a à ce titre-là mis en place un certain nombre de documents, de PowerPoint, de livrets, de présentations, de supports, de documents de communication qui ont été réalisés par les services de l'AFL. Et là encore, ils ont fait un très gros travail pour faire en sorte qu'on puisse simplifier, vulgariser, j'aime pas forcément ce mot, mais c'est le but, parce que vous voyez que parfois, dans le langage, dans le jargon de l'AFL, il y a des mots techniques, il y a des acronymes, il y a parfois des aspérités qui sont difficiles à saisir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a essayé de donner tous les outils nécessaires à ces ambassadeurs pour pouvoir organiser simplement, facilement, efficacement des réunions partout sur leur territoire. On essaye, voilà, grâce à cette dynamique, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, à cette belle et grande construction qu'est l'Agence France Locale, qui a été, comme l'a rappelé le président d'honneur tout à l'heure, Jacques Pélissard, vraiment un élément très structurant sur ce qu'est le financement des collectivités locales. Alors, je vais me faire un peu taper sur les doigts par les équipes de l'AFL, mais je le dis et je le répète, on est la seule banque publique des collectivités locales. Alors, c'est un peu un abus de langage parce qu'il y a une autre banque qui a le même statut que l'AFL, c'est la SFIL. Et comme vous le savez, la SFIL a été montée, a été créée pour l'essentiel du rachat des crédits, les anciens crédits de Dexia. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit Madame la Présidente tout à l'heure, à juste titre, l'AFL est la seule banque, juridiquement la seule banque des collectivités, pour les collectivités et par les collectivités. C'est la seule banque qui, elle, permet aux collectivités d'être au cœur de la gouvernance, au cœur des décisions du dispositif de ce que doit être aujourd'hui les leviers de financement de nos projets locaux. Et donc, qui mieux que des élus pour parler à d'autres élus, qui mieux que des élus pour porter les projets des élus et être dans la dynamique
en lien avec les équipes de l'AFL qui ont toute l'expertise pour nous accompagner sur nos projets locaux, pour développer tout cela. Voilà, donc j'ai essayé, Olivier, d'être assez rapide, assez synthétique en quelques minutes. D'habitude, tu sais, je parle plus longtemps, mais là, j'ai essayé de faire court. Merci. Pascal. Oui, merci pour cet engagement, pour cette belle démarche. Et je le redis, c'est effectivement aussi le phénomène de bouche à oreille qui peut être bénéfique. Et puis, une démarche assez volontariste pour faire connaître l'AFL sur le terrain. Vous souhaitez que j'enchaîne sur la dernière partie? Je veux bien. Partons donc sur les rendez-vous des prochaines semaines, donc l'agenda des prochaines semaines. Très bien. Bah, écoutez, ça va être là aussi assez rapide. Donc, vous avez tous rendez-vous de façon plus formelle pour l'Assemblée générale du 27 mai prochain. Quand je dis plus formelle, là, les présences étaient ouvertes dans l'Assemblée générale. C'est vraiment les représentants nommés des actionnaires qui doivent être présents, s'ils le peuvent, sachant que les nouvelles conditions, enfin les conditions sanitaires et les nouvelles réglementations et l'organisation que nous avons choisie nous permettent d'avoir un vote électronique. Donc, vous pouvez voter les résolutions qui vont vous être envoyées et proposées sous format électronique. Et si jamais tout le monde n'avait pas pu voter avant la date de l'Assemblée générale, il sera encore possible de voter pendant l'Assemblée générale. Donc, vraiment un système à la fois dématérialisé, mixte et respectant la possibilité d'être présent en visio ou pas présent en visio le jour de l'Assemblée générale. Autre date à retenir dans vos agendas, la journée du 17 juin, c'est pas une journée d'ailleurs, c'est une demi-journée, le 17 juin. Ceux qui sont actionnaires depuis quelques années ont pris l'habitude de ce qu'on a appelé la journée de l'Agence France Locale, qui est une journée organisée par l'agence sur les sujets évidemment financiers en lien avec la dette publique. Et donc, nous sommes en train de finaliser un certain nombre de tables rondes, de prises de parole. Vous savez que nous essayons de faire venir des experts, des personnes dont la parole pèse dans le domaine du financement des collectivités locales. Et vous aurez bien sûr très prochainement un programme plus détaillé. Et donc, je vous invite à noter ces dates-là dans vos agendas dès à présent. Je tiens que le 17 juin est une réunion qui est ouverte au-delà des actionnaires à toutes les parties prenantes qui sont autour de l'Agence France Locale, notamment l'ensemble des associations nationales d'élus locaux, mais également les banquiers concurrents ou pas d'ailleurs qui nous accompagnent, les conseils, les avocats, les administrations d'État, bref, tout le monde est bienvenu à ces conférences sur les finances locales organisées par l'Agence France Locale. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces différentes annonces. Est-ce qu'il y a encore des questions à ce stade? Il y a 2 questions dans le fil de discussion, Madame la Présidente. Oui, je les prends. Je viens de répondre à l'une des questions parce que je pensais qu'effectivement on avait. Donc en gros, pour celle de M. Nicole, sur le fait qu'on fasse le cas échéant un jour évoluer la limitation à 50%, d'abord on essaye d'avoir une analyse au cas par cas sur ces sujets-là, donc toutes les limites qu'on se donne, elles ne sont pas totalement bloquantes, on essaye d'avoir une approche intelligente, et si à un moment donné, plus on va grandir, plus à un moment donné, on sera amené à revoir les engagements qu'on avait pris initialement. Le but, c'est pas forcément de décider de les revoir par principe, mais l'entrée dans l'activité opérationnelle fait qu'on se rend compte qu'une partie des choses qu'on a déterminées au départ avant peut être, le cas échéant, modifiée ou en tout cas proposée à la modification. Ça fait partie de ces choses, ce seuil de 50% fait partie de ces choses-là. C'est peut-être un peu tôt aujourd'hui pour le faire bouger, mais on regardera ça
dans le futur, étant entendu que la priorité, c'est bien entendu la sécurité des crédits qu'on octroie, et donc il ne faut pas que ça nous mette en danger ou en perception de danger, de dépendance à telle ou telle collectivité, il faut qu'on reste très granulaire, etc. Je m'arrête là pour la réponse pour pas être trop long. Si vous voulez qu'on revienne plus en détail, on est à votre disposition pour en parler en bilatéral si vous le souhaitez. Très bien. Très bien, merci. Eh bien, je crois. Est-ce qu'il y avait encore une autre question? Il me semble que non. C'est bon. Alors, il me revient donc de clore cette réunion. Je vous remercier tous et toutes. Merci aussi à ceux qui ont aidé à la préparer, parce que les communications étaient très claires et très complètes. Je voudrais aussi m'excuser auprès de vous parce que je ne pourrai pas rester pour la réunion du conseil de surveillance qui s'enchaîne avec une urgence à traiter en mairie à Holstein. Et oui, ce n'est pas un fleuve tranquille. En tout cas, merci de m'avoir suivi au cours de cet après-midi pour cette réunion des actionnaires. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Et donc, à bientôt. Au plaisir de rediscuter, d'échanger avec vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Oui, très intéressant. Bonne journée à tout le monde. Merci, c'était très intéressant, effectivement. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonne fin de journée et merci pour la présentation. Au revoir. Pareillement, au revoir. Allez, on va changer de canal.